j'ai fait du Flash qui a été tué par Apple au moment de la sortie de l'iPhone. Et j'étais full spécialisé Flash. Moi, c'est une question d'horaire. C'est à partir de 19h, c'est fini et je passe à une autre activité. Ok. Et tu t'y tiens. Ouais, des fois. Mais on va dire que c'est surtout si tu as une activité sociale, ne pas l'annuler pour une activité professionnelle. Si t'as rien à faire et que tu fais du dev, c'est pas grave. Si c'est un plaisir et que c'est un loisir. Mais ne pas s'enfermer dedans, quoi. Et avoir d'autres centres d'intérêt. Framework JavaScript, une innovation nécessaire ou une complexité inutile? Une complexité nécessaire. Bonjour, je suis Stéphane Zambo. Dans ce podcast, je pars à la recherche des personnalités inspirantes qui ont su craquer le code du web. Chaque rencontre vous donne les clés pour vous aussi construire quelque chose d'unique. Bienvenue dans le code du web. Hello Jonathan, comment tu vas? Salut, ça va, et toi? Ça va. Je pense que cet épisode va être super intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent et notamment ceux qui sont intéressés par la freelance et la création de contenu parce que on a quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps avec nous aujourd'hui. Donc ça va être super cool. Jonathan, tu es développeur freelance depuis plus de 10 ans maintenant, Ouais, c'est ça. Ouais, mais aussi créateur de contenu, le créateur de Graphic Art, qui avec plus de 36 millions de vues, 290 000 abonnés, plus de 1100 vidéos et la chaîne référence en France pour apprendre le développement web. Si comme moi, vous avez tous eu des problèmes dans ce domaine, une de ces vidéos vous a forcément sauvé la vie. Moi, j'en ai eu plusieurs. J'ai vu que dernièrement aussi, tu as lancé une plateforme de formation en ligne avec plus de 400 heures de contenu et plus de 5 à 5 euros par mois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est Graphic Art depuis le début, en fait. Ah, depuis le début, tu as cette plateforme en Ouais, parallèle de tes c'est activités. ça. Ok. C'est impressionnant. Moi, quand je vois tout ça, j'ai envie de savoir par où ça a commencé, tu vois. Ouais. Bah, l'histoire, elle est un peu facile, en fait. C'est quand j'étais en DUT, en fait, j'aimais bien aider les autres personnes qui travaillaient avec moi. Et bah, du coup, une bonne manière d'aider de manière efficace les gens, c'était de faire des vidéos pour expliquer les choses. Et au début, j'ai fait des vidéos, c'était plus sur du Photoshop ou de l'Illustrator, c'était plus sur du design. C'était très à la mode à l'époque. Bah, en fait, j'ai continué à faire ça avec le temps et bah, j'ai pris cette habitude d'enregistrer et c'est venu un peu au fil de l'eau, quoi. C'était pas forcément un truc très planifié au démarrage et ça a bien marché, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle Graphic Art. Exactement. Ouais. Le nom est le pire nom maintenant avec le recul parce que c'est effectivement, on se dit pas c'est une chaîne de dev qui a un nom pareil. Mais oui, c'est pour ça que ça s'appelle Graphic Art parce qu'à l'époque, je voulais plus travailler dans l'illustration et l'animation 3D. D'accord. Et c'est comme ça que tu es arrivé au dev, en fait, par le côté 3D? Pas forcément, c'est qu'à l'époque, je faisais un peu d'animation avec Flash et en fait, pour commencer à avoir des animations qui étaient interactives, des petits jeux, bah, il fallait faire un peu de code et donc j'ai commencé à mettre les mains dedans à l'époque sur Flash. Et après, vraiment, la bascule, c'est fait en DUT où j'ai découvert le web et tout ça. Et là, j'ai vraiment basculé full dev. En même temps, j'ai moins un esprit, enfin, j'ai plus un esprit logique que créatif, donc ça matchait bien avec mon caractère. Ça s'est fait de fil en aiguille. Il n'y avait pas de plan à l'origine, tu t'étais pas dit. Parce que tu vois, en ce moment, on a énormément ça sur Internet. Tu vois, il y a le plan, ok, je fais du contenu, Mhm. je vends des formations et c'est le plan tracé, tu vois. Quand on reprend ton parcours, c'est pas du tout ça. C'est parti d'une passion, en fait, Ouais, d'enseigner, de en fait, partager. c'est un peu comme plus généralement surtout ce se fait aujourd'hui sur YouTube. Notre génération, YouTube, c'était même pas un moyen de rémunération et tout ça. Donc beaucoup des créateurs que tu vas voir qui sont de cette époque-là, je pense à des personnes comme Cyprien par exemple. Tu vois, on a commencé avec ça, on faisait ça par plaisir en fait, plus que par vraiment une idée d'en faire quelque chose derrière, quoi. Et c'est avec le temps, c'est devenu quelque chose qui est bien, mais du coup, il n'y avait pas de plan particulier pour ça. Et qu'est-ce qui se passe quand, du coup, quand t'as pas de plan et que tu vois que tu commences à avoir de la traction et qu'il se passe des choses, tu vois? Parce que autant que quand t'as un plan, c'est soit t'es dans ton plan, soit t'es en dessous, soit t'es Ouais. au-dessus, donc tu prends des décisions. Mais quand tu t'y attends pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, c'est bien parce que c'est entre guillemets que du bonus, parce que toi, tu t'attends juste à je fais mes vidéos pour aider mes potes, puis tu vois que ça commence à prendre. Après, moi, il faut se dire c'est progressif. C'est vrai que quand tu regardes les chiffres aujourd'hui, tu dis c'est beaucoup. Mais le truc, c'est que bah, ça s'est fait progressivement. Donc moi, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, Ouah, c'est impressionnant. Et donc c'est vrai, ça s'est fait au fil du temps. Et bah, ça fait plaisir, quoi. Ça fait juste plaisir. T'es pas passé par un moment de réalisation où un jour tu t'es dit,
là, ça commence à être gros. Là, ça commence à être impressionnant. Pas vraiment. Je dirais peut-être à la limite le moment où tu reçois le trophée YouTube. Tu sais, il y a un trophée quand tu C'est ça. commences à avoir, je crois que c'est quand tu dépasses la barre des 100 000, où là, je me disais, ah ouais, c'est quand même pas mal, c'est pas mal. Et je pense que le second moment de réalisation, c'est effectivement quand j'ai commencé à croiser d'autres devs et que, en fait, la plupart me disaient, ah, je me suis formé grâce à GraphiCart. Et là, ça te prend un coup, quoi. Tu te dis, bon, ouais, effectivement, ça a aidé beaucoup de personnes et c'est cool. C'est ta métrique de cœur, ça, le nombre de personnes que tu aides? Ouais, moi en vrai c'est ce qui est le plus important à mes yeux, c'est ouais, le nombre de personnes que le site ou les vidéos dépannent en fait et aident. C'est ça qui est important. Alors c'est difficilement mesurable, mais c'est ça qui est pour moi le plus important. Là, j'ai interrogé la dernière fois Tutoriel Vidéo, c'est qui fait des vidéos dev. Ok. Et j'étais surpris de voir à quel point dans le monde de l'apprentissage du dev en ligne, en fait, on est très loin de tout ce qu'on trouve côté infopreneur, normalement, tu sais, développement personnel, Oui. business, santé. On est vraiment, c'est vraiment, déjà, j'ai l'impression d'une autre époque, tu vois, et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus drivé par l'envie de partager à l'origine plutôt même que l'argent. Parce que quand je vois ta communauté aujourd'hui, je me dis que la majorité des infopreneurs, tu vois, ils seraient tellement contents d'avoir ces chiffres-là et ils Ouais. seraient assis sur complètement des millions, tu vois, dans leur tête. Ouais, ben le truc c'est que bon, déjà dans le dev, je trouve que c'est un des seuls milieux où on a le côté open source. On a ce côté-là de partage et de faire évoluer les choses. Là où sur d'autres domaines, c'est un petit peu plus, on va dire, bah, si tu inventes une technologie, tu as tendance à la garder pour toi-même. Et après, il y a le fait aussi que bah, sur le web, on peut facilement partager les connaissances, donc ça fait une émulsion. Et beaucoup des devs, finalement, pour apprendre le métier, on a dû galérer, on a dû chercher des infos sur Internet, on a dû se former un petit peu par nous-mêmes. Et donc, on a cette philosophie, je pense, de partage de base, qui est moins drivée par le côté économique qu'on peut avoir sur d'autres domaines. Donc, pour moi, ça vient un peu de ça, de l'expérience. Après, à moi, à titre plus personnel, c'est aussi une manière de voir les choses. Mais après, il y a un peu, c'est peut-être la chance que ça soit tombé sur moi, mais je pense pas qu'il y ait forcément non plus un facteur qui se fait, enfin où les gens se disent vraiment, euh, je veux pas entre guillemets faire un modèle économique autour, quoi. On voit par exemple sur le format US, eux, ils sont plus dans, j'essaie de créer un produit autour de la formation, plus que vraiment du partage Ah, à proprement parler, tu vois quoi. une grosse différence du coup entre le marché français et le Ouais. marché US par rapport à ça? Ouais, je trouve que le marché US, il est plus drivé sur le côté économique, comme tu disais, le côté alors, moins infopreneurs, eux, ils sont plus dans l'idée je crée un SaaS, un service. Ouais, Mais tout de suite, eux, complètement. ils ont le modèle économique avant d'essayer de vraiment faire du contenu. Comment tu arrives à mesurer alors si tu es dans le bon sens, dans la bonne progression de là où tu veux aller? C'est en nombre de personnes que tu aides, c'est les retours que tu as, c'est quels Moi, sont tes ouais, indicateurs? c'est essentiellement le truc que je regarde, en fait, ce sont les retours. Sur les vidéos, plus particulièrement, en fait, ce que je regarde, c'est si je vois que je commence à avoir des commentaires où les gens me disent je comprends pas ou ça va trop vite. Là, je sais que, en fait, c'est vraiment les retours qui me font faire évoluer le contenu. Donc, je sais que, par exemple, au fil des années, ma manière d'expliquer les choses et ma manière de détailler a pas mal changé et a évolué en fonction de ces retours-là. Donc, j'ai pas vraiment de métrique ou d'analyse profonde sur l'impact qu'a la chaîne ou même sur le niveau de comment dire de satisfaction des vidéos. Le seul truc, c'est effectivement regarder un peu les commentaires et après, bah, sur Discord, un petit peu en un, voir ce que les gens en pensent et c'est comme ça que je fais les choses. En fait, ce qui est marrant, c'est que même si la chaîne a grandi avec le temps, ma manière de la voir et la manière de la juger, elle n'a pas changé depuis les premières fois, quoi. Donc, D'accord. pour moi, ça reste la même chose. C'est juste qu'il y a plus de personnes qui regardent, mais ma manière de concevoir le truc n'a pas vraiment changé. Ça se matérialise comment pour toi? Parce que, comme on l'a dit, tu es aussi freelance depuis 10 ans, on va Mm. revenir dessus. Donc c'est beaucoup de travail. Et pour avoir essayé de cumuler un peu les deux, je peux te dire qu'à chaque fois que j'avais un contrat en freelance avec beaucoup de zéros et beaucoup de chiffres, bah, le contenu YouTube passait un peu à la trappe parce que lui, il rapportait pas beaucoup à côté, tu vois. Ouais. Et du coup,
pour durer, pour en faire autant que ce que tu as fait, ça, forcément, il y a un attrait pour toi. Ben, déjà, le truc, c'est que je me mets pas de pression vis-à-vis de la chaîne. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un contrat et je dois avancer sur ce contrat-là, bah, c'est pas grave, il y aura moins de vidéos pendant un petit moment. Je me prends pas de pression ou j'ai pas un planning particulier. Après, ce sont pour moi deux systèmes qui se nourrissent l'un l'autre. C'est-à-dire que quand je fais des missions, ça me permet de découvrir des technologies que je vais pouvoir ensuite traiter sur la chaîne. Et inversement, la chaîne me permet d'explorer plus en profondeur une technologie et de mieux la maîtriser, ce qui me sert aussi dans mes missions freelance. Donc pour moi, en fait, c'est pas forcément deux activités qui sont complètement séparées, mais c'est deux activités qui fonctionnent ensemble. Et après, là où c'est un peu plus difficile, comme tu le dis, c'est sur la gestion du temps. Et bah, le mieux, c'est de pas forcément se mettre trop de pression, à la fois pour le côté YouTube. Donc, si jamais il y a une semaine ou deux où il n'y a pas de vidéo, pour moi, c'est pas dramatique. Parce que de toute façon, les gens, ce qu'ils regardent, c'est bah, des contenus qui correspondent à ce qu'ils cherchent. Donc, par exemple, si moi j'ai une formation PHP, elle n'a pas besoin d'être. C'est pas comme de l'entertaining sur YouTube où il faut vraiment toujours publier. Les gens, ils auront toujours besoin d'apprendre quelque chose et donc ils trouveront même les anciennes vidéos, c'est pas gênant. Et pour le taf en freelance, bah, si je peux, dans l'émission, j'essaie de trouver un moyen de dire au client, bah, si je peux me garder une journée pour moi, c'est bien parce que ça me permet de continuer à enregistrer. Donc en fait, j'essaie de gérer ça comme ça. Ça marche pas Tes systématiquement, mais c'est l'idée. Ça, ok, je vois bien. Et tes clients, ils le perçoivent comment du coup? Ils sont tous au courant, ils viennent tous de la chaîne. Est-ce que c'est un plus? Est-ce que par moment ils voient ça comme ils se disent, est-ce qu'il travaille vraiment pour moi ou est-ce qu'il sort des vidéos? Ouais. Ben, en vrai, bah, beaucoup des clients m'ont connu grâce au site. Soit parce que bah, c'est une entreprise où il y a un des devs dans l'entreprise qui connaît ma chaîne et du coup quand il cherche un freelance, ben, mon nom revient, ça c'est cool. J'imagine. En plus, Euh, j'imagine la fierté du coup de pouvoir oui, travailler avec toi après. c'est ça, c'est ça. Et puis de l'autre côté, ça leur offre aussi une certaine assurance de compétences. C'est-à-dire que par exemple, s'ils ont besoin d'un développeur React et qu'ils voient quelqu'un qui fait des formations sur React, ils savent que la personne elle maîtrise tout de bout en bout, ce qui est pas mal. Et après, pour le côté, est-ce que c'est gênant? Pas vraiment, parce que moi, quand je travaille avec les clients, je fais une facturation en général à l'heure. C'est-à-dire que si jamais je passe ben, 1 ou 2 jours à enregistrer, c'est pas des choses que je facture à un client. Donc lui, ce que je fais avec mon temps, normalement, ça le concerne pas trop, quoi. Donc ça pose pas trop de soucis. Et pareil, je l'ai pas eu non plus. C'est vrai que c'est une question qui peut se poser parmi certains clients. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que je dévoile des technos propriétaires ou ce genre de choses? Mais c'est pas quelque chose qui est apparu comme problématique. Donc non, j'ai pas eu de clients gênés par ça. C'est juste que certains clients, par contre, ne veulent pas que je communique sur le travail que je fais pour eux dans le cadre de la chaîne. Du coup, en fait, cette chaîne aussi, elle vient alimenter énormément ton pipe de demandes au niveau freelance. Oui, c'est ça, J'imagine ouais. que c'est le meilleur référentiel que tu pourrais avoir. Bah, c'est le meilleur portfolio que tu puisses avoir, effectivement. Ouais, Si tu fais des complètement. formations sur une technologie, c'est que normalement tu la connais bien. Est-ce que c'est quelque chose qui se paye beaucoup plus cher côté client de travailler avec toi comparé à un autre développeur qui aurait ton niveau? Ou est-ce que tu J'ai, penses bon, être dans les prix? franchement, j'ai du mal à évaluer parce que je vais pas de comparatif, tu vois, je compare pas mon tarif à ceux des autres. Mais je dirais que oui, par effet en fait, de seniorité. C'est-à-dire que plus tu cherches un expert, plus tu vas être prêt à le payer cher. Et après, il y a Complètement. le côté aussi, de mon côté, disponibilité. Vu que j'ai un peu plus de demandes par moment, bah, du coup, ce qui va permettre de trancher entre deux clients, ça va être le prix. Et donc, ça peut effectivement augmenter les tarifs pour certains clients. Mais en Ok. général, c'est parce qu'ils cherchent une certaine expertise et c'est ça qui les intéresse. Pas. Euh, on voit de plus en plus fleurir des offres à la Better Call avec le nom de la personne. Et, tu vois ce dont je Enfin, parle? je vois la référence à Better Call Saul, mais Ouais, non, en fait, bah, par exemple, tu as des Better Call Us avec Oussama Ammar qui fait payer 400 euros les 30 minutes d'appel avec lui ou des choses comme ça. Est-ce que tu as déjà imaginé lancer un service comme ça qui pourrait être euh, les personnes ont imagine, je te prends un cas. Imagine, je veux lancer une startup dans un domaine et ouais, j'ai pas de CTO. Je veux que quelqu'un me dise en 1 heure la faisabilité, oui ou non, de mon projet. ouais. Et du coup, je prends un call avec toi. Est-ce que tu as déjà imaginé ce genre de service? Franchement, non, pas trop. Je dirais que le côté
aide, par contre, c'est-à-dire tu as besoin d'une question technique ou de quelque chose, elle est déjà offerte, par exemple, sur le Discord et c'est pas quelque chose que je monétise. En tout cas, ça correspond pas à l'image que j'ai. Est-ce que quand tu t'impliques dans quelque chose, il y a une notion plus de durée que... Bah, c'est ce qui me gêne un peu avec ce côté-là, par exemple, quand on fait appel à un freelance aussi, c'est que il faut bien comprendre que la personne, elle va pas être pérenne dans l'entreprise. Elle va travailler pendant un petit moment et puis passer à un autre client. Et du coup, si tu veux, par exemple, faire des choix techniques ou des choses comme ça dans une entreprise, faire appel à un freelance pour faire ces choix-là, je pense pas que ce soit optimal parce que c'est pas lui qui vivra avec ses choix. Tu vois, C'est ça. c'est complètement Ça m'est différent. déjà Moi, arrivé ouais, dans plusieurs missions et en effet, je suis hyper inconfortable quand on me demande ce genre de choses. Souvent, je dis, OK, qu'est-ce que votre équipe sait faire? Et je pars sur quelque chose comme ça, justement pour pas mettre tout le monde dans ouais, la... c'est ça. Et du coup, moi, le choix que je faisais à ce moment-là, c'était de me dire, OK, bah, écoute, ton équipe, elle sait faire quoi, quoi? Et de se baser là-dessus, quoi. Si ton équipe, elle sait faire ça, si la techno permet de le faire, bah, allons-y, quoi. Ben ouais, c'est pour ça que pour moi, enfin, ça doit venir de l'interne plus que de l'externe. Tu peux avoir un regard extérieur, c'est-à-dire que je fais de l'audit et mon objectif, c'est de dire, bon, ben là, il y a des choix stratégiques d'organisation, par exemple, où je sais que j'ai déjà vu faire sur d'autres boîtes et je sais que ça marche pas. Je peux donner des guides, mais par contre, sur des choix technologiques de haut niveau, je peux simplement donner des conseils, mais c'est pas moi qui ferai le choix final, quoi, jamais. Ouais, je viens de croire. Du coup, allez, on repart sur ton contenu. Et un truc qui m'intrigue, si par exemple je devais faire du contenu comme toi, à chaque fois j'aurais l'impression de toujours devoir aller sur l'objet qui brille du moment. Tu vois, pour Ouais, faire des vidéos qui ont de l'attraction en fait. Parce que à chaque fois tu dis, OK, quel est le meilleur langage de programmation 2024? Quel est le truc chaud du moment? Et j'aurais l'impression de devoir rester en surface d'un peu de tout, tu vois, et de prendre les vagues de tout ce qui passe. ben, c'est ce que Comment je dis. tu gères Ouais, ça? tu vois, c'est ce que je disais un peu avec les chaînes US. Tu verras beaucoup de chaînes américaines faire ça. C'est-à-dire, si tu vois une techno sortir, tu peux être sûr que, genre, une semaine ou même une journée plus tard, ils ont fait la vidéo dessus, quoi. Ben moi, la particularité, comme je dis, c'est que la chaîne, je la traite pas différemment de quand j'ai commencé. C'est-à-dire que je regarde pas forcément les stats, je regarde pas forcément les chiffres, et c'est surtout en fonction de ce que moi je fais. Donc, par exemple, par rapport à ce qu'on me demande ou par rapport au type de projet que j'ai. Donc, par exemple, il y a 1 ou 2 mois, ben, j'ai pas mal exploré Symfony. Et bah, du coup, maintenant, j'ai une expertise un petit peu plus profonde sur le sujet. Et donc, je décide de mettre à jour mes vidéos sur Symfony. Même si c'est pas forcément le truc dont on parle aujourd'hui, mais c'est les trucs que moi, je connais au moment où j'en parle. Et je fais mes contenus essentiellement par rapport à moi. Après, forcément, je regarde un peu ce qui se fait en termes de tendance. Parce que ça peut être intéressant aussi de voir vers où ça va. Mais l'inconvénient, c'est qu'on a un devoir aussi en tant que formateur, c'est de bien guider les gens. Et si on commence à parler des derniers trucs qui sortent en permanence, quelqu'un qui découvre un peu l'univers du dev et qui essaie de se former, il va être complètement paniqué parce qu'il a le temps de prendre aucun socle vu qu'on lui fait changer de techno toutes les 2 heures, quoi. Donc ouais, moi, c'est pas vraiment par rapport à déjà mon expérience à moi. Et ensuite, quand j'imagine un peu vraiment un parcours de formation, bah, qu'est-ce qui me fait du sens pour moi, quoi. C'est-à-dire, si moi j'étais étudiant, qu'est-ce que j'aimerais bien voir? Donc, Encore une fois, on voit que du coup, tes deux activités, elles se nourrissent. ouais, bah ouais, c'est ce que je disais, ouais. Ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est qu'à chaque fois, l'un nourrit l'autre et Ouais, parce que l'autre. si t'es full formateur, c'est-à-dire que tu as abandonné donc vraiment le freelance, tu fais que de la formation, bah, le seul critère que tu vas avoir, c'est juger un peu de ce qui est nouveau et c'est le seul, enfin, t'as pas vraiment d'expérience, donc c'est un petit peu plus difficile et tu vas avoir tendance à tomber sur ce travers-là. Encore plus si tu fais du contenu pour les réseaux sociaux et YouTube, où là, c'est vraiment drivé par ce côté-là. Qu'est-ce qui buzz en ce moment, quoi. Et donc, tu vas faire des vidéos en fonction d'un algo. Exactement. Et là, tu vas commencer à baisser peut-être en qualité et en choses comme ça, avec des choses que tu maîtrises moins, mais juste pour ne pas être en retard et toujours être dans une course Ouais, c'est effrénée, ça. quoi. Et d'ailleurs, si jamais tu faisais ça, ça serait peut-être très très dur d'avoir les deux en parallèle, parce que je vois pas comment tu peux être créateur de contenu et rester à jour de tout et arriver à suivre Ouais. le rythme de tout, et en plus de ça, arriver à délivrer des projets, ça me paraît un peu compliqué. Ouais, ça serait pas du tout évident. Après, tu peux toujours faire de la veille pour tes projets aussi. Ça joue un peu un rôle, mais
On va dire que à un moment donné, si tu n'assois pas tes compétences, ça va pas vraiment bien marcher, je pense. Carrément. Du coup, tu disais que dans la partie, tu prends des activités de freelance par moment et par d'autres moments, tu te focuses plus sur ta chaîne. C'est plus, par exemple, je vais éviter de prendre des projets où on me bloque les 5 jours dans la semaine. Je D'accord. vais toujours, quand je prends un projet, dire, bon, ben, en vrai, je vais travailler 4 jours. Et il y a un jour que je me libère pour moi. Ou après, des fois, il y a souvent des projets qui sont de plus petite durée. Et en fait, c'est 2 jours pour un client, 2 jours pour un autre et un jour pour moi. Donc, j'ai toujours, en fait, un moyen de bouger un peu les jours en fonction de mes besoins. Approximativement, du coup, tu dirais que Graphic Art, c'est à peu près un jour par semaine, ton implication? Ouais, on va dire que ça dépend. Normalement, de base, ça serait un jour par semaine, parce qu'il faut une journée à peu près pour faire l'enregistrement, le montage et l'écriture de l'article. Mais quand je fais par exemple une formation, là, ça va être à un moment donné où je me trouve un créneau, je peux enchaîner des semaines entières que sur la création de vidéos quasiment. Et dans ce cas-là, ça va être 4 jours graphic art, un jour taf. Mais D'accord. de manière moyenne, je dirais que c'est un jour effectivement pour le site. Et du coup, par rapport à tes revenus, comment ça se répartit, ce Graphic Art? Actuellement, d'après les derniers chiffres que j'ai, c'est 30% des revenus, c'est le site, Ok. et tout le reste, c'est du freelance. D'accord. Ok. Quand tu mets le site, tu as les vues aussi sur YouTube dedans? Ouais, c'est donc les revenus YouTube, les revenus du compte premium, qui est la plus grosse source de revenus à l'heure actuelle, et et Twitch récemment, mais c'est très bas, quoi. Pour un jour passé, ça te fait... En termes de, en vrai, ça serait plus rentable d'être freelance si on regarde purement, vraiment, de manière littérale les chiffres. Parce que sur la chaîne, je ne cherche pas forcément la rentabilité à foison. C'est-à-dire que je fais pas de sponsoring, par exemple. Et sur YouTube, je désactive la plupart des formats publicitaires. Donc, encore une fois, c'est par rapport à ma philosophie et ma manière de voir les choses. Mais si c'était une chaîne plus classique, oui, ça aurait des revenus plus conséquents. Tu sais que j'étais choqué quand j'ai vu 5 euros par mois. Ouais. Ouais, mais parce que là, encore une fois, c'est une question de philosophie. C'est-à-dire que moi, quand je me suis formé, bah, c'était bien que les ressources soient accessibles. Je sais que quand j'étais étudiant ou autre, j'aurais pas pu mettre 100 balles dans une formation, quoi. De l'autre côté, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui font de la formation en reconversion professionnelle. Et personnellement, je trouve que c'est un petit peu difficile de me dire, bah, quelqu'un qui est en reconversion, qui est peut-être pas bien financièrement, à lui demander de lâcher beaucoup d'argent pour finalement peut-être que ça lui plaise pas ou qu'il n'arrive pas à suivre. Et après, il y a le côté aussi relatif, c'est que je regarde le prix des choses et par exemple, par rapport à un abonnement Netflix ou ce genre de choses qui sont vers les 11 euros, je crois maintenant, bah, j'essaie de me caler un peu par rapport à ça, quoi. Donc après, c'est une vision personnelle, hein, Oui, mais c'est ça. c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Il y a des choses comme ça, tu vois, la valeur perçue des choses m'intrigue dans la vie. Et par exemple, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi même dans le développement, prenons un autre exemple, développement personnel. Tu vas acheter un super livre de développement personnel à 20 euros, tu vois. Ouais, Et tu vas acheter une formation du même mec de développement personnel où il y aura la même chose dedans, ce sera juste un format vidéo. Et là, ça sera 2 000 à 3 000 euros, tu vois. Et à la fin, j'ai du mal à m'expliquer ce gap de valeur perçue. Et en plus, ça devient encore plus compliqué pour moi à comprendre quand j'essaye de comparer ça, par exemple, où il y a 30 heures, 40 heures d'information avec un contenu comme le tien où il y a 400 heures qui a 5 euros par mois, tu vois. Et ouais, j'arrive pas bien à relier la valeur perçue, tu vois, par rapport à tout ça. ouais. Bon après, moi, comme je dis, j'ai une philosophie particulière qui est que le but dans la vie, c'est pas forcément d'être entre guillemets riche. C'est une fois que tu as suffisamment pour vivre, c'est suffisant. Et dans cette philosophie-là, ben, ça sert à rien d'aller toujours. En fait, le problème, c'est que si tu es vraiment dans cette optique-là de l'enrichissement, tu finis par toujours vouloir aller plus, plus, plus. Et c'est ce qui mène à ces trucs-là. Après, il y a aussi le côté quelle quantité tu en vends. Si tu vends une formation à 2 personnes, tu vas être obligé forcément de le faire Complètement. plus cher. Et après, il y a le côté aussi, bah, on le voit dans la vie de tous les jours, tout est pénible, c'est pénible que tout augmente. Donc, si on veut que les choses restent à des prix raisonnables et abordables et que ça soit accessible, bah, il faut faire l'effort aussi quand on crée
de faire en sorte de ne pas augmenter les tarifs toutes les 5 minutes ou ce genre de choses. Et le dernier point, c'est que en fait, si ça marche, ça suffit et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus, en tout cas par rapport à mes besoins. Donc, moi, c'est C'est pour ça que intéressant. j'ai jamais trop touché le prix, mis à part une première fois il y a des années. Et vu que ça marche aujourd'hui, je préfère ne pas trop toucher cette partie-là, quoi. Je comprends. Quand on a trouvé un équilibre dans la vie, c'est hyper Ouais. important. Et du coup, la question, c'est comment tu te formes, toi? Là, Euh, tu arrives, déjà, première question. Tu arrives en entreprise, on te propose un nouveau projet sur quelque chose que tu ne connais pas. Tu acceptes ou tu refuses? Deuxième question, si tu acceptes, qu'est-ce qui se passe après? Comment tu te En formes? vrai, ça peut être intéressant d'accepter parce que c'est ce qui est aussi intéressant dans le métier, c'est de faire de nouvelles choses. C'est-à-dire que si tu me demandes une mission où c'est un truc que j'ai fait déjà 12 fois, ça va pas me motiver beaucoup. Donc c'est ça, ça peut être cool de découvrir une nouvelle technologie. Après, pour le côté, comment ça se passe, je commence un peu comme tout le monde. Je pense que je commence par la documentation, rechercher des ressources en ligne pour voir s'il y a déjà d'autres personnes qui ont eu des problèmes. Et après, moi, je suis quelqu'un qui aime bien apprendre par la pratique. Donc en général, je me lance et alors c'est pas la méthode la plus efficace. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est justement pour éviter aux gens de se galérer comme moi je me galère. Mais en fait, ouais, moi j'ai tendance à me lancer, pratiquer, voir à chaque fois que je rencontre un mur, chercher des informations pour me débloquer et avancer comme ça mur après mur, quoi. Et c'est pas forcément la manière, comme je dis, la plus efficace. Je le vois par exemple sur des vidéos où je décide, enfin des formations où je décide de vraiment me documenter. Il y a beaucoup de choses où je me dis si j'avais lu la documentation, je m'en serais rendu compte avant. Mais ouais, moi je suis plus quelqu'un qui aime bien pratiquer. Je te rejoins. En fait, je me suis fait cette réflexion plusieurs fois aussi. Mais d'un autre côté, j'arrive jamais à lire cette documentation non plus en premier trop longtemps. Ouais, c'est ça, Et c'est les seules fois où j'ai vraiment trop lu la documentation, à la fin, je n'ai pas utilisé ça parce que il s'est passé des choses. Donc, c'est ça en fait le problème, c'est que souvent tu vas avoir une documentation qui va t'expliquer tous les tenants et aboutissants d'un truc, et toi tu as besoin que de 3 aspects. Donc tu te dis non mais je peux pas tout lire parce que je vais pas retenir la moitié des choses et je sais pas si à l'avance si je vais trouver l'info que je voulais ou pas. Du coup tu as tendance à dire bon je vais écrire et voir un peu ce que ça donne pour plus tard réaliser qu'un des problèmes que tu avais était dans la doc. Mais en première approche je trouve que c'est pas super. Enfin j'ai du mal à me motiver à le faire, on va dire. autre question. L'IA, ça a changé quoi pour toi depuis 1 ou Ah ça 2 c'est ans? la grande question. C'est la grande question Moi buzz. ouais, en vrai ça a pas changé grand chose. Je les utilise assez peu au final. J'ai essayé comme beaucoup je pense de les utiliser comme copilote et ce genre de choses. Après, c'est vrai que j'ai pas réinvesti beaucoup de temps récemment pour voir un peu avec les évolutions ce que ça donnait. D'un point de vue général, je trouve que les IA, elles ont un gros problème, c'est qu'elles sont pas forcément. C'est difficile de prévoir à l'avance ce qu'elles vont donner. C'est-à-dire que pour un même input, elles peuvent donner deux choses complètement différentes, ce qui est embêtant par rapport à de l'autocomplétion. Et en plus, il faut vérifier le code derrière. Donc mentalement, je trouve que c'est assez épuisant. Parce que c'est comme si on avait quelqu'un qui codait mais sans rien comprendre et qui nous balançait des morceaux de code en permanence. Ce qui est pas ouf. J'avais jamais vu ça comme ça, mais Ouais. oui, en effet. Ce qui est pas ouf parce que tu passes ton temps, c'est comme si tu faisais de la review à longueur de journée, mais de quelqu'un qui se trompe quasiment tout le temps, quoi. Et par contre, je trouve que c'est intéressant pour générer du code un peu générique. Moi, par exemple, je les utilise pour. J'ai un serveur où je sais le format de la réponse et je lui dis est-ce que tu peux me générer un JSON qui correspond à ce format-là. Et là, je trouve que ça fonctionne assez bien et ça marche bien. Par contre, pour d'autres cas, par exemple, la dernière fois, j'avais besoin de remplir une base de données avec des données de test. Je lui demande de me générer le code. Elle me génère un code qui, à première vue, semble bon, mais par contre, ça a utilisé une version de la librairie qui n'existe pas. Et ça a inventé des méthodes. Donc c'est un peu à double tranchant. Donc à voir comment ça évolue, mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est pas super pratique pour un usage quotidien. Et pour en parler plus d'un côté formateur, par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la tendance aujourd'hui de beaucoup d'apprenants de se lancer directement sur les IA à la moindre question. Mais en soi, c'est pas forcément nouveau. C'est-à-dire qu'avant, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sur Stack Overflow et on cherchait une question. Le problème, c'est qu'on a des réponses, mais on n'est pas capable de les comprendre. Et le truc, c'est que les IA, elles ont tendance à toujours essayer de dire oui, ben voilà, ça marche comme ça, sans jamais se remettre en question. Là où sur un forum, on a peut-être une personne qui répond, qui donne une réponse à côté, et une autre qui va lui dire non, mais ça va pas, ça va pas. Les IA, elles sont rarement négatives, en fait. Du coup, ça pose un problème, je trouve, pour
pour l'apprentissage parce qu'on peut apprendre de mauvaises choses et l'IA aura toujours tendance à dire oui, oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression, en fait, euh, bon, je fais déjà beaucoup moins de dev maintenant, mais Ouais. quand j'en fais, j'ai l'impression que quand j'utilise l'IA, je reviens au tout début où je savais pas coder et où j'allais justement sur Stack Overflow, je prenais un copier-coller, je le mettais, et si ça marchait, j'étais content, mais je savais pas du tout d'où ça venait, et si ça marchait pas, là, je partais pendant des heures de galère. Et ben Bah, l'IA, j'ai l'impression que c'est ça, sauf que à chaque fois, ça part pour des heures de galère parce qu'il y a toujours un truc caché quelque part, genre le petit truc que tu n'as pas vu, que tu ne vois pas parce que de la façon dont c'est écrit, tu vois pas, qui fait que ça ne marche pas. bah, c'est exactement ça et c'est trop frustrant. C'est pas la meilleure expérience que tu as dans le dev, donc si on peut se l'éviter, moi je trouve ça bien, quoi. Donc c'est pour ça que je suis pas encore très fan des IA à ce niveau-là. Donc l'IA qui remplace le métier de développeur, pour le moment, tu crois pas. Ouais, non, non, j'y crois vraiment pas. On peut toujours se tromper parce que ça évolue dans pas mal de trucs, mais je pense pas que ça soit si évident que ça à faire. Ça va être capable de générer des snippets et des morceaux de code qui existent déjà sur Internet, mais pour après avoir un vrai côté créatif, ça va être difficile. Je fais partie des gens qui pensent que l'IA, on a fait 90%, mais c'est les derniers 10% qui manquent qui vont être quasi impossibles à faire. Comme un MVP, quoi. Comme Ouais, quoi tu c'est fais un ça. POC, quoi. Tu le montres, toi, t'as passé une semaine à le faire, tout le monde est content, ils ont l'impression que le produit va sortir bientôt, puis après, quand tu chiffres qu'il faut 2, 3 mois pour faire vraiment le produit, personne comprend. Bah, l'IA, c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est ça. Après, bon, vu que c'est un nouveau domaine, à voir comment ça se développe. Intéressant. Mais en effet, par contre, c'est vrai que sur le côté apprentissage, là, il y a un gros gap parce que, en effet, sur Stack Overflow, t'arrivais à voir les bonnes réponses, les mauvaises, et du coup, Mm. au fur et à mesure, même à apprendre, en fait, en allant piocher des bouts. Alors que là, bah là, oui, en effet, t'as pas Mais de après, tu vois, comparaison, t'as pas de on a review. déjà fait, tu vois, tu trouves une solution sur Stack Overflow, tu la copies-colles, elle marche pas parce que toi, tu sais pas que tu utilises pas la même version de la librairie que le gars. C'est ça. Et donc, c'est très difficile. Sauf que là, bah, tu vas avoir ça qui va être généralisé et qui va être utilisé pour la moindre question et c'est ça qui m'inquiète. Alors, c'est juste que ça va faire galérer les gens plus que ça va les aider, c'est juste ça. Bah, d'ailleurs, j'ai le même ressenti. Je fais du copywriting aussi pas mal. Et quand je vois à quel point on est loin, même au niveau du copywriting, quand tu lui demandes de faire des pages de vente ou des séquences d'emails ou des choses comme ça, on peut se dire qu'on est encore plus loin de quelque chose qui fonctionne niveau code, quoi. Ouais, ben là, c'était Different Intelligence qui disait un truc qui était justement intéressant, c'est qu'il disait que vu que c'est entraîné sur tout le texte d'Internet, c'est pas entraîné sur les meilleurs écrivains. C'est entraîné C'est sur ça. tout le monde. Et du coup, en fait, tu vas avoir quelqu'un qui écrit de manière très moyenne. Alors peut-être on aura des gens qui feront des datasets différents, mais même moi, j'ai essayé de lui faire générer des articles. Et je trouve qu'il génère vraiment comme un bot SEO vraiment moyen. Ouais, Et donc c'est complètement très d'accord avec toi. identifiable, c'est pas très intéressant ce qu'il dit. Donc ouais, bon, là on en est encore loin, rien que pour cette partie-là qui, à mon sens, est plus simple peut-être que d'écrire du code. Je pense que ceux qui font le pari tout de suite de remplacer le métier de développeur par ça, Bah, ça a des ça va être, marketeux, quoi. ouais, ça va être C'est un peu des... compliqué. C'est vrai, non, mais en vrai, tu le comprends parce que en tant que développeur, déjà, c'est une ressource rare. On va pas se mentir, les mecs qui font du marketing, de la vente et tout, ils aiment pas trop communiquer avec les développeurs souvent sur ça, parce que c'est un peu, si on fait le parallèle dans l'automobile, t'as pareil, t'as le designer qui va te designer une super voiture. Et après, t'as le responsable de conception qui va dire, ah, ouais, c'est bien, mais on peut pas fabriquer ça comme ça Oui, oui. marchera pas. Ou alors ça va être tellement cher que personne va vouloir l'acheter. Ben, c'est un peu souvent pareil, tu vois. Il y a toujours un peu cet équilibre des forces à trouver. Ça casse un peu le rêve parfois. Donc c'est vrai que ça paraît magique, ça paraît génial de se dire on va plus en avoir besoin et on va appuyer sur un bouton et ça va être fait instantanément. Oui, et puis il y a le côté aussi, bah, là c'est quand même les portes d'entrée vers les IA, ça reste quand même les grands, les géants. On a Google, on a ChatGPT qui sort enfin qui est un peu derrière l'égide de Microsoft au final. Et donc eux, ils ont tout intérêt à te dire c'est ça le futur parce que ça va être les seuls fournisseurs de ce futur-là. Donc c'est pour ça que dans leur pitch de vente, ils vont te vendre que c'est l'avenir, quoi. Mais Complètement. c'est normal, c'est de la vente. Si c'est pas l'IA qui t'intéresse en ce moment, c'est quel sujet?
Ben, en vrai, pas. Enfin, je t'avouerais que moi, la tech, ça me motive moyen. En vrai, je suis pas super fan de la tech de manière générale, même si je suis dev, c'est ça qui est rigolo. Donc, en termes de technologie, j'ai plus l'impression qu'on va faire un petit retour en arrière. Donc, je suis pas forcément super intéressé par une techno en particulier. Ça m'intéresse pas. L'IA m'intéresse quand même de manière générale pour voir vers où ça va, mais je suis pas forcément. Il y a pas un truc en ce moment que je suis en me disant ça va être cool. Du Peut-être la coup, VR à la limite, mais pareil, c'est. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on est moins dans une idée de découverte que par le passé. On est plus dans l'idée de toujours vendre un produit, ce qui fait que les technologies sont moins intéressantes que ce que ça a pu être par le passé. Si je prends par exemple le cas de la VR, quand elle a commencé à sortir, c'était plus essayer d'imaginer des mondes immersifs, des trucs intéressants. Et aujourd'hui, on est dans une VR plus corporate où c'est tu pourras faire une visioconférence dans une salle virtuelle où tu te dis bon ben ça me vend moins du rêve quoi. Donc et pareil tu vois dans l'usage de l'IA, euh, ben, ça va être l'usage pour remplacer des b-roll en vidéo ou écrire des articles ou faire du code. C'est pas des usages où tu te dis ça vend du rêve quoi. C'est juste ça. Donc du coup d'un point de vue technologique, je suis pas trop hypé par quoi que ce soit en ce moment. d'accord. Du coup, tu vois plus la technologie comme un moyen de fabriquer quelque chose comme les briques, en fait, pour fabriquer une maison, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, c'est ce qui m'avait intéressé dans le dev, c'était le côté, à l'époque, je pensais pas forcément faire mon métier, mais c'est le côté, moi, tout seul, je peux créer n'importe quel produit dont j'ai besoin facilement avec sans forcément investir beaucoup. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, quoi. C'est cette capacité à créer. Là où pour beaucoup d'autres domaines, c'est compliqué, il faut une mise de départ. Avec le web, tu as un problème, tu peux faire un site web facilement, quoi. Même si aujourd'hui c'est devenu un peu plus compliqué, mais on peut toujours faire les choses soi-même et c'est ça qui est cool. En parlant de ça, du coup, t'as eu des essais de faire des produits, des projects de ton côté, des produits SaaS. Pas vraiment parce qu'en fait, en fait, tu manques de temps au bout d'un moment. Le truc limitant, c'est ton temps et ça, c'est la seule ressource que tu peux pas étendre à l'infini. Donc, je préfère me concentrer sur ce qui marche. Après, les petits produits que j'ai créés, c'est souvent des outils qui me servent qu'à moi, en fait, qui me répondent à mes problématiques. Parce qu'en fait, tu réalises que faire un produit qui fonctionne pour toi, ça marche, c'est facile à faire. Mais quand tu veux commencer à faire un vrai produit qui marche, faut la partie marketing. Il y a tout un tas de trucs autour qui sont pas des facteurs liés au dev. Et c'est difficile de faire un produit à succès à cause de ça. Qui t'amuse moins, globalement, quand tu le fais Oui, dans une... Voilà, c'est ça. Quand il tu le faut fais aussi. sur ton livre un peu en mode passion, c'est vrai que Sauf tu t'arrêtes si souvent. t'es avec des potes qui ont une super idée et tu te dis, bon, ben, il y a un des gars qui va s'occuper de la, Du il y a une personne qui va marketing. s'occuper de la partie marketing, il y a une personne qui va s'occuper de ça. Mais tout seul en tant que dev, moi, ma priorité, c'est le code et développer de la logique et ce genre de choses. Et forcément, ben, je me dis que tout cet aspect va pas m'intéresser, que le produit va flopper avant d'arriver à un état intéressant. Du coup, t'es en freelance, plutôt seul, travailler en équipe, qu'est-ce que tu préfères? Plutôt seul en général, ça m'arrive de rejoindre des équipes dans le cadre de certains projets, mais moi, en tout cas, sur les missions que je cherche, c'est pas une mission où j'arrive avec plusieurs personnes. Donc, ouais, c'est D'accord. toujours essentiellement seul et toujours à distance. Qu'on te donne souvent une partie vraiment à part des projets. Pas forcément. Ça, des fois, ben, je me retrouve tout seul à faire le projet. Donc, dans ce cas-là, je gère un peu tout de A à Z. Parfois, ben, je rejoins effectivement une équipe. Et dans ce cas-là, ben, je fais partie intégrante de l'équipe pendant la durée de la mission. Donc, j'ai des tickets, je gère des choses qui sont plus ou moins intégrées avec ce qu'ils font déjà. Est-ce que tu as déjà compté combien d'entreprises t'as intégré? Pas vraiment, non. C'est jamais pareil. À un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je fasse la liste des sites sur lesquels je suis intervenu pour avoir une liste quelque part. Mais je t'avouerai que j'ai jamais fait la démarche, quoi, ou le calcul. Tu dois avoir une vision assez large en fait de ce que c'est l'intégration en entreprise et même à ce niveau-là, t'as dû quand même développer des compétences qui pourraient être super intéressantes en termes de comment tu t'intègres à une équipe. Ouais, mais après, tu réalises que ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise. C'est-à-dire que il y a cette phase d'onboarding qu'on dit, c'est une phase où justement tu fais rentrer les personnes dans une équipe. Et au final, c'est plus à l'entreprise de faire le travail plus qu'au dev. Et c'est là où tu vois qu'il y a des grosses différences. Il y a des entreprises, elles ont préparé des documents, tu sais comment commencer. Et d'autres, tu mets une semaine à contacter la personne pour arriver à te connecter à leur VPN. Et D'accord. il y a vraiment des process qui sont mis en place et qui font que ça marche bien ou pas. Et là, tu vois que
beaucoup d'entreprises sont pas forcément bien organisées. Ça marche pas, tu leur dis? Oui, bah souvent ça fait partie de la mission. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est une entreprise qui m'avait fait faire ça et j'avais trouvé ça intelligent, donc je l'ai reproduit. C'est le fait qu'à la fin de la mission, on avait un call avec eux et pendant ce call, ils disent ce qu'ils ont aimé avec toi et ce qu'ils n'ont pas aimé. Et inversement, tu fais la même chose avec eux, c'est-à-dire tu dis ce qui m'a plu dans la mission et ce qui m'a pas plu. Et je trouvais l'idée intéressante parce que ça te permet d'avoir un feedback que t'as pas forcément en interne. Après, il faut y mettre un peu les formes, on est d'accord, mais c'est une très très bonne chose et ouais, j'invite beaucoup d'entreprises à le faire, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais donc, du coup, ouais, j'ai pris cette habitude de dire quand quelque chose va pas parce que c'est justement l'intérêt aussi quand tu fais appel à un freelance, c'est qu'il a un avis externe, il a fait peut-être d'autres entreprises et il peut proposer des choses qui sont intéressantes. Et après, si je vois que l'entreprise est fermée, je fais pas le forcing non plus, quoi. Si tu devais choisir entre freelance et graphic art, Je choisirais Graphic Art, évidemment. choisir Parce qu'il y a, graphic il y a art. le côté travailler pour soi-même qui est quand même intéressant d'un point de vue développement personnel, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu ferais de ces 4 jours supplémentaires sur graphic art par semaine? Ça serait quoi Euh, le nouveau graphic art? ouais, du coup, ça laisserait plus de temps. Mais Ou je pense peut-être que je pas, ferais ou peut-être tu peux me dire aussi, en fait, eh ben, je me focaliserai, je prendrai que un jour et j'irai, je crois que tu fais du longboard, Ouais. j'irai faire du longboard pendant 4 jours au bord de la Ah, ça mer. me défoncerait les genoux, quoi. Mais non, je pense que je ferais plus de contenu. Là, il y a des moments où je manque un peu de temps. Ouais, plus me concentrer sur des formations et peut-être essayer de voir à mieux organiser les contenus, ce genre de choses. Donc, ça serait plus sur de la création de contenu qu'autre chose, quoi. Mais Dans comme je dis, l'espoir de faire. l'inconvénient, c'est que si je m'y mets si cette hypothèse venait à se vérifier, l'inconvénient, c'est que financièrement, ça serait plus difficile parce que c'est pas parce que j'y passerais plus de temps que ça générerait forcément plus de revenus. Donc, il y aurait ce problème-là et ça mènerait à une pression à ce niveau-là. Serait peut-être à vendre des formations à 2 000 € pour les Non, membres premium plus VIP. ouais, c'est ça, c'est ça. Intéressant. Trop bien. Si je te pose une question et en gros tu réponds en un mot, 2 mots très courts, d'accord? Ok, Les TDD, une révolution ou une perte de temps? révolution. Les bootcamps de codage, une formation express ou une fausse bonne idée? Fausse bonne idée. Surtout, je dirais juste avec un petit, surtout si elles sont vraiment trop courtes. Ah, ok. Moi j'ai envie de creuser ce point du coup. Pourquoi alors? Ouais, c'est le problème de ce truc-là, c'est que tu peux pas répondre en cours sans que ça soit. En fait, le truc, c'est que ça peut être une personne qui est capable de prendre beaucoup de connaissances rapidement et qui bosse chez elle en même temps. Le bootcamp peut servir de catalyseur pour qu'elle apprenne par elle-même et qu'elle avance. Mais par contre, le bootcamp en lui tout seul ne va pas être suffisant pour faire de toi un développeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fait 3 mois ou même 6 que tu es dev. Mais par contre, certaines personnes peuvent faire ce bootcamp et être dev parce que justement elles ont bossé, hein. Donc c'est la petite subtilité. Donc Peut-être ça me que gêne. ça... En fait, ce qui me Vas-y. gêne, c'est ça dépend comment est vendu le bootcamp. S'il est vendu comme vous allez être développeur en sortie de truc et vous allez trouver du métier, j'aime pas trop ça parce que aujourd'hui, en fait, il y a des gens, ils sont, ils sont en reconversion professionnelle. Comme je dis, le temps, c'est une ressource finie. Ils vont pas pouvoir faire 6 mois de formation tout le temps. Et donc, dans ces 6 mois-là, si on leur vend du rêve et qu'on leur vend un mensonge, on leur a fait bouffer le temps qu'ils avaient pour se reformer pour rien leur offrir derrière. Et c'est très dommage. Euh, et je trouve pas ça ouf d'un point de vue général. Mais comme je dis, un bootcamp peut être intéressant, mais il faut voir ça comme un tremplin plus que comme une finalité. Complètement. Ça te permet de franchir les premières marches pour Mm. qu'ensuite, après, tu puisses continuer. Mais en effet, je connais très peu d'entreprises qui auraient embauché des personnes après 3 mois d'un bootcamp, après une reconversion, par exemple. Ouais, c'est Ou, difficile. ou Mais ça alors, peut arriver, mais si la personne est ultra motivée, a fait plein de choses autour et tout. Mais c'est pas que le bootcamp qui a fait ça. c'est ça. Moi, j'ai vu déjà ça une fois. C'est une personne qui avait la logique métier et a appris les bases. Et vu qu'elle connaissait déjà le métier, elle Ouais. avait un Bah, gros point d'avantage. si je prends mon cas à moi, par exemple, quand j'ai commencé le DUT, j'avais fait 2 ans d'études que j'ai foiré. Donc, je suis arrivé en DUT, je connaissais déjà un peu le PHP, j'avais fait un peu d'algorithme. Donc, évidemment, en fin d'année de DUT, j'avais un bon niveau, mais c'est pas parce que le DUT m'avait donné ce niveau-là.
Je sais que le DUT prenait mon cas comme exemple, mais c'était pas forcément l'expérience qu'allaient avoir toutes les personnes qui faisaient ce DUT. Là, je préférais la rallonger parce que je préfère juste être sûr que faut pas cutter ce que je dis tronqué dans cette partie-là parce que enfin il y a pas mal de gens qui suivent des formations et ça peut leur donner une mauvaise image dans un sens ou dans l'autre. Soit une personne qui fait un bootcamp peut se dire ah ben finalement je suis en train de perdre mon temps alors que c'est pas vrai et inversement donc voilà, c'était juste pour détailler ça. Parti. Le travail à distance, la liberté ultime ou un isolement forcé? Ça dépend des personnes. Ça peut être l'un comme l'autre, mais ça dépend des gens. Et pour moi, il faut que ça soit un choix, dans tous les cas. Il faut que ça soit la personne qui décide si elle veut le faire ou pas. Les frameworks JavaScript, une innovation nécessaire ou une complexité inutile? Une complexité nécessaire. Le no-code, démocratisation de la tech ou nivellement par le bas? Démocratisation de la tech. Ça permet de tester un produit sans forcément que tu aurais pas pu faire sans soit passer un an à apprendre le dev, soit en payant un développeur très cher pour peut-être un produit qui marchera pas. Donc un très bon terrain d'essai. Les géants de la tech, on en parlait tout à l'heure, moteur d'innovation ou monopole toxique? Monopole très toxique. Contribuer à l'open source, c'est un devoir moral ou une perte de temps? Attends, je réfléchis à ce que je vais dire. Je dirais que c'est une nécessité et c'est pas forcément un devoir moral dans le sens où mieux vaut ne pas participer si c'est pour mal faire les choses. Mais par contre, participer dans le sens où c'est ça qui est un moteur aujourd'hui pour beaucoup, beaucoup de projets. Et si personne ne participe à l'open source, ben ça mourra avec le temps et c'est dommage. Je pense on oublie tous à quel point l'open source est hyper présent dans tous nos projets, tu vois. Que la majorité des libres qu'on utilise sont open source et que sans tout ça, en fait, on aurait vraiment du mal d'avancer aussi vite que ce qu'on Ben fait déjà, rien que actuellement. les langages qu'on utilise, moi je fais par exemple du PHP, si c'était pas un langage sur lequel il y avait des gens qui investissaient du temps et qui font en sorte que la technologie marche et fonctionne, ben ça pourrait même pas être possible. Donc ouais, beaucoup beaucoup de choses et même les fondamentaux du web sont basés sur le travail de bénévoles et de personnes qui s'allouent du temps pour faire évoluer les choses et c'est super important. Mais c'est pas un devoir dans le sens où c'est pas parce qu'on est dev qu'on doit à tout prix faire de l'open source. Alors, l'hyperspécialisation, la clé du succès ou un piège à éviter? Je dirais la clé du succès si le but c'est de trouver du taf. Tu penses pas que du coup aussi ça peut être un danger le jour où on a Bon, moins besoin de cette spécialisation? j'ai fait du Flash qui a été tué par Apple au moment de la sortie de l'iPhone. Et j'étais full spécialisé Flash. En vrai, on peut changer de spécialisation assez rapidement. Les connaissances qu'on acquiert sur une technologie, c'est jamais vraiment perdu, même si la technologie disparaît. Mais devenir ultra générique, l'inconvénient, et j'en sais quelque chose, c'est qu'on est moyen en tout. Il y a une limite finie à ce que tu peux connaître et apprendre. Et donc parfois, enfin, surtout pour les entreprises, je trouve que un spécialiste est plus intéressant qu'un généraliste. Sauf si t'es le seul dev de la boîte. Et dans ce cas-là, il faut un mec qui fasse tout. Enfin, il faut une personne qui fasse tout. Mais si c'est pour un projet en général, c'est plus une équipe de 500 développeurs et chacun va avoir un rôle vraiment précis. Ouais, ça dépend du contexte en fait. Ouais. Ok, équilibre vie pro, vie perso en tech. Un mythe ou une réalité atteignable? Réalité très atteignable. En fait, c'est juste il faut mettre des horaires et pas mélanger les deux. Comment tu coupes du coup? Moi, c'est une question d'horaire. C'est à partir de vers 18h30, 19h, c'est fini et je passe à une autre activité. Ok, et tu t'y tiens. Ouais, des fois. Mais on va dire que c'est surtout si tu as une activité sociale, ne pas l'annuler pour une activité professionnelle. Si t'as rien à faire et que tu fais du dev, c'est pas grave. Si c'est un plaisir et que c'est un loisir. Mais ne pas s'enfermer dedans, quoi. Et avoir d'autres centres d'intérêt. La veille technologique, une passion nécessaire ou une corvée inévitable? Passion nécessaire. Les langages de programmation anciens, il faut respecter l'héritage ou les jeter? Respecter l'héritage. Après, je fais du PHP, il est vieux maintenant, donc je vais pas dire le contraire. Ok, allez, la dernière chose. Celui-là, il est un peu polémique. La diversité dans la tech, un progrès social ou un quota inutile? Là, je t'emmène sur des terrains dangereux. Question foireuse. Alors, c'est difficile d'en parler parce que je fais pas partie des minorités. Après, mon point de vue dessus, c'est que je trouve que c'est
un peu dégradant pour une personne de se dire j'ai été embauché que parce qu'il y a ce quota-là. Et le sous-entendu, c'est que il n'a pas été embauché pour ses compétences, mais pour cette raison de quota. Personnellement, je vois pas de différence entre les personnes et je trouve que c'est dommage qu'on commence à faire des segmentations. Mais je comprends de l'autre côté qu'on soit obligé de faire des segmentations parce que les personnes qui recrutent ont un biais. Mais de l'autre côté, comme je dis, si tu commences à faire une distinction en disant ah ben on a embauché cette personne-là, comme ça fait de la même égalité, soit de d'origine, soit de sexe ou de genre, ben c'est dommage parce que le sous-entendu pour tout le monde, ça va être la personne a été embauchée par rapport à ces critères-là et non pas par rapport à ses compétences. Surtout que je pense que dans le développement, le genre, le sexe ou l'origine n'a absolument aucun impact sur tes performances et tes capacités à faire quelque chose. Ce qui est important, c'est que tu sois capable de travailler en équipe et de raisonner. Et les gens qui ont ce biais-là, s'il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça, fuyez, vraiment, c'est pas une bonne chose. C'est toxique dans les deux cas, à mon sens. J'ai une question qu'on entend sur tous les podcasts, mais celle-là, je l'aime bien, alors je la garde aussi. Ouais. Si tu avais un conseil à donner au toi à la fin de tes études, qu'est-ce que ça serait? Ben, en vrai, ça serait de pas changer, en fait, de faire ce que tu fais parce que finalement, ça marchera sur le long terme. Donc, en vrai, de pas trop se prendre la tête. Peut-être de moins s'investir sur Flash, quoi. Je pense que sachant T'as eu des résultats assez vite, toi, au début, ou t'as eu une traversée un peu du désert? en freelance ou Euh, dans les deux. en freelance, ça allait. En vrai, ça a été progressif. Mais comme je dis, vu que je suis pas quelqu'un qui va forcément chercher la réussite entre guillemets financière, euh, enfin, je me contente d'assez peu. Donc en vrai, ça allait dès le début. Et ouais, vu que je suis pas quelqu'un qui cherche aussi des objectifs, bah je suis jamais vraiment déçu vu que je me suis pas à me dire ah tiens j'ai pas atteint des objectifs donc ça me va. Mais ça a été long, oui, clairement ça a été long. Et encore c'était à une époque où c'était un petit peu plus facile, il y avait moins de concurrence qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a permis de tenir du coup pendant tout ce temps-là? C'est quand même de voir que malgré tout, ça a été long, mais ça a aidé de plus en plus de personnes et chaque personne qui arrivait te faisait un petit boost de dopamine en mode ok, ça va, une personne Ouais, de pour plus. le site, c'était de voir que ça évoluait effectivement avec le temps et que ça évoluait en positif. Je pense que si ça se dégringolait, que je faisais 3 vues pendant 10 ans, j'aurais abandonné, mais en fait, ça a augmenté que récemment. Pendant un moment, il n'y avait pas trop la hype autour du développement comme c'est le cas aujourd'hui. Et après, côté freelance, ce qui m'a fait tenir, c'est que les projets m'intéressaient en soi, et donc même le travail m'intéressait, je trouvais ça cool. Et après, il y a toujours le côté, bah, si jamais ça marche pas, c'est pas grave, j'aurai toujours moyen de retomber sur mes pattes et de rechercher un boulot standard. Et c'est toujours même une philosophie que je me dis aujourd'hui, si à tout moment le freelance, ça me gonfle, bah, je peux facilement retrouver du travail aujourd'hui. C'est l'avantage aussi qu'on a un peu avec l'expérience et la seniorité. Et t'imagines quoi là dans ton futur du coup? La même chose qu'aujourd'hui, en fait. D'accord. En vrai, aucun changement par rapport à aujourd'hui. Enfin, l'état actuel des choses me va, donc je suis pas forcément quelqu'un qui va vouloir aller vers plus haut ou plus fort, donc ça me va très bien d'être comme ça. Rythme moyen, ça me va. Trop bien. Bah, c'est un bon rythme moyen quand même Oui, oui. quand on voit les stats. Je pense que beaucoup de personnes aimeraient avoir un rythme moyen comme ça. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes aujourd'hui, j'ai pas mal d'abonnés et tout ça, mais en croissance par rapport à d'autres chaînes qui vont se créer, qui vont aller vraiment sur de la création de contenu, qui vont faire de l'analyse, faire des jolies miniatures et ce genre de choses. J'ai une croissance qui est assez plate, entre guillemets, et c'est quelque chose qui me gêne pas. T'as une équipe qui t'aide sur la création de contenu? Non, 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 je suis tout seul. T'as jamais évoqué cette idée de... À un moment donné, j'y ai réfléchi, mais c'est assez problématique. Bon, déjà, l'enregistrement, c'est forcément moi qui dois le faire, à mon sens, parce que c'est ce qui établit mon identité. Le montage, c'est compliqué parce que j'ai une manière de monter qui est particulière, et pour moi, l'identité d'une chaîne, c'est aussi le travail du monteur. Alors, ça peut être deux personnes différentes, on peut à la fois avoir le créateur et le monteur, mais les deux injectent une personnalité. Donc, ce qui fait que mes vidéos sont ce qu'elles sont, c'est que c'est moi qui monte. L'autre problème, c'est que ça serait difficile de trouver un monteur qui soit à la fois bon dans le montage et le dev. C'est quand même deux domaines qui sont pas forcément liés. Et après, ben, pour tout ce qui est publication et tout, c'est la dernière étape et je pense pas que ce soit utile de faire intervenir quelqu'un. À un moment donné, je pensais pour l'écriture des articles. Actuellement, c'est la phase la plus chiante que j'aimerais bien. C'est là où j'aimerais bien que les IA se développent justement, parce que c'est juste redire ce que j'ai fait en vidéo, mais à l'écrit. C'est pas très intellectuel entre guillemets.
Et c'est ce qui me fait perdre le plus de temps à l'heure actuelle. J'avais essayé quelqu'un, mais c'est très difficile en fait parce que tu as des attentes. Tu te dis, je veux que ça soit comme ça. Et c'est difficile de déléguer quand tu as cet esprit-là. Quand tu n'es pas prêt à te dire, bon, ben, j'accepte que quelqu'un apporte sa manière de faire les choses. Attends, je rejoins complètement ce que tu dis. En effet, c'est un challenge d'arriver à déléguer. Oui. Et beaucoup de gens n'y arrivent pas et je fais partie de ces gens-là du coup. Pour toi, quelqu'un que je devrais inviter dans ce podcast? Je vais dire, je sais pas si tu vois qui c'est, Romain Lance. Non. Après, il est plus sur le Discord du site, mais lui, il est fan des technos plus JavaScript, plus côté D'accord. serveur, côté Node.js et tout. Donc c'est intéressant d'avoir son ressenti sur ce genre de choses. Mais sinon, en vrai, je suis pas tant de dev que ça. Donc je j'ai pas forcément d'autres conseils ou de personnes que j'imaginerais à ma place. Super. Si tu avais un contenu qui peut être un livre, une vidéo, un film, n'importe quoi, à conseiller à quelqu'un. Ça, c'est une question où il faut réfléchir en amont. C'est pour ça que je te les ai pas données, celles-là. Ouais. J'irai plus sur du jeu vidéo du coup, Très bien. mais j'hésite entre Outer Wilds et Elden Ring, quoi. Et pourquoi? Outer Wilds parce que en fait c'est un jeu où il y a assez peu de... Enfin, le truc n'est pas très grand, il arrive à te raconter quelque chose et à te faire vivre quelque chose juste en te montrant des choses. Et je trouve ça super intelligent. Et en fait, tu t'en souviens, et il y a une petite particularité, c'est que c'est un jeu que tu ne peux faire qu'une fois, tu peux jamais le redécouvrir comme la première fois. Mais par contre, Wow. c'est super intéressant parce qu'en regardant d'autres personnes, tu le redécouvres à travers eux, et je trouve ça assez cool, et c'est un truc que j'ai jamais eu comme ressenti sur d'autres jeux vidéo. Et après, Elden Ring, c'est vraiment pour le classique de chez classique, c'est un peu comme dans le dev, c'est tu galères, tu te fais laminer, et puis au fur et à mesure tu progresses, et t'avances et tu découvres de plus en plus de choses. Donc j'aime bien parce que je trouve que c'est une bonne analogie du dev dans le sens où c'est la purge pendant 50 heures. Et une fois que t'as fini, tu te dis, ah, mais c'était bien, quoi. Alors que vraiment, toutes les heures que t'as passées, tu t'es fait défoncer, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien avec cette idée-là, quoi. Ça, Et c'est une après, bonne peut-être philosophie de la vie. une reco série. Ok, Je crois que c'est Scavenger Reign. C'est une série animée sur des gens qui explorent un monde inconnu. Et voilà, c'est juste pour le côté purement créatif du truc. Mais après, pas super. forcément de recours en lien avec le dev ou quoi que ce soit. En C'est fait, très bien. comme je disais, en dehors du dev, j'essaie de faire autre chose. Et du coup, voilà. Bien, super. Bah, merci beaucoup, Jonathan. Ouais, C'était pas un de problème. plaisir. C'était un plaisir partagé aussi. Félicitations, vous venez de terminer cet épisode. Il a nécessité plus de 16 heures de travail. C'est le moment pour vous de nous soutenir et de le partager maintenant à 2 amis.